Imagine la fin d'une guerre. Les armes se taisent. Les soldats cessent d'avancer. Les villes détruites fument encore. Les familles cherchent les disparus. Les prisonniers rentrent, parfois. Les frontières sont incertaines. Les vainqueurs veulent garantir leur sécurité. Les vaincus craignent l'humiliation. Les civils veulent en vivre. Les États veulent empêcher la guerre de recommencer. À ce moment-là, une question se pose. Est-ce que la paix commence vraiment quand la guerre s'arrête? La réponse est non. La fin des combats n'est pas encore la paix. Elle est seulement une condition de la paix. Un cessez-le-feu peut interrompre la violence sans régler le conflit. Un armistice peut suspendre les armes sans réconcilier les ennemis. Un traité peut redessiner des frontières sans effacer les rancœurs. Une mission internationale peut séparer des combattants sans reconstruire un État. Faire la paix, ce n'est donc pas seulement arrêter la guerre, c'est organiser l'après-guerre, c'est décider qui garantit la sécurité, c'est régler les frontières, c'est reconnaître ou non des souverainetés, c'est désarmer des groupes, c'est juger parfois des crimes, c'est reconstruire des institutions, c'est permettre le retour des réfugiés, c'est rétablir la confiance, c'est transformer une victoire militaire ou une cessation des combats en ordre politique durable. Dans le programme de HGGSP, cet enjeu est essentiel. Le thème « Faire la guerre, faire la paix » ne se contente pas d'étudier les conflits. Il demande aussi de comprendre les modes de résolution. Autrement dit, comment les sociétés et les États essaient-ils de sortir de la guerre? Depuis 1945, cette question est dominée par une institution, l'Organisation des Nations Unies. L'ONU naît dans un contexte très précis. La Seconde Guerre mondiale a montré jusqu'où pouvait aller la violence des États. Guerre totale, bombardements massifs, génocide, crimes contre l'humanité, déplacement de populations, destructions immenses. La Société des Nations, créée après la Première Guerre mondiale, n'a pas réussi à empêcher le retour de la guerre. En 1945, les vainqueurs veulent donc créer une organisation plus solide, capable de préserver la paix et la sécurité internationale. Le principe fondamental est celui de la sécurité collective. La sécurité collective repose sur une idée simple en apparence. La paix ne doit pas dépendre seulement de l'équilibre fragile entre puissances ou de la bonne volonté de chaque État. Si un État menace la paix, viole le droit international ou agresse un autre État, les autres doivent pouvoir réagir collectivement. L'agression contre l'un concerne l'ensemble de la communauté internationale. C'est une rupture importante avec une vision purement traditionnelle des relations internationales. Dans l'ordre classique, les États sont souverains, négocient, s'allient, font la guerre, signent des traités. La paix dépend souvent d'un rapport de force. Après 1945, l'objectif est d'encadrer davantage l'usage de la force par le droit international et par des institutions. Mais attention, l'ONU n'est pas un gouvernement mondial. Elle ne possède pas automatiquement une armée propre. Elle ne peut pas imposer mécaniquement sa volonté aux États. Elle dépend de ses membres, et en particulier des grandes puissances. Elle repose sur un équilibre délicat entre deux principes, la souveraineté des États et la sécurité collective. La Charte des Nations Unies affirme que les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force dans leurs relations internationales. Elle prévoit aussi des moyens pacifiques de règlement des différends, négociations, médiation, enquête, conciliation, arbitrage, règlement. Judiciaire, recours à des organisations régionales. C'est l'esprit du chapitre 6 de la Charte. Avant de faire la guerre, les États doivent chercher une solution pacifique. Mais la Charte prévoit aussi que le Conseil de sécurité peut agir face à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression. C'est l'esprit du chapitre 7. Le Conseil peut décider des sanctions, autoriser l'usage de la force, créer une opération de maintien de la paix ou donner un mandat à une coalition. Le Conseil de sécurité est donc au cœur du système. Il compte 15 membres, dont 5 permanents. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Ces 5 membres disposent d'un droit de veto. Et ce veto est à la fois une condition de fonctionnement et une limite majeure. Pourquoi une condition? Parce qu'en 1945, les fondateurs de l'ONU savent qu'une organisation internationale ne peut pas fonctionner durablement contre les grandes puissances. Si les États les plus puissants sont systématiquement mis en minorité sur des questions vitales, ils risquent de contourner ou de quitter l'institution. Le veto est donc une manière de les garder dans le système. Mais pourquoi une limite? Parce qu'un seul membre permanent peut bloquer une décision, même face à une crise grave. Lorsque les intérêts des grandes puissances s'opposent, le Conseil de sécurité peut être paralysé. La sécurité collective dépend alors de rapports de force politiques. C'est toute l'ambiguïté de l'ONU. Elle incarne un idéal de droit international, mais elle fonctionne dans un monde de puissance. Pour comprendre son action, il faut distinguer plusieurs moments de la paix. Il y a d'abord la diplomatie préventive. Elle consiste à éviter qu'une tension ne devienne une guerre.
Cela peut passer par la médiation, l'envoi d'émissaires, la négociation, la pression diplomatique, les sanctions ciblées, les alertes précoces. Il y a ensuite le rétablissement de la paix quand un conflit est déjà ouvert. On cherche alors à obtenir un cessez-le-feu, à rapprocher les parties, à faire accepter une médiation, à négocier un accord. Il y a aussi le maintien de la paix. C'est l'image la plus connue, les casques bleus. Ils peuvent surveiller un cessez-le-feu, séparer des forces, protéger des civils, soutenir un processus électoral, accompagner le désarmement, aider au retour de l'autorité de l'État. Enfin, il y a la consolidation de la paix. C'est souvent la partie la plus difficile. Une fois que les combats ont baissé, il faut éviter leur reprise. Cela suppose de reconstruire une police, une justice, une administration, parfois une armée, de désarmer les anciens combattants, d'organiser des élections, de soutenir le développement, de réconcilier des populations, de traiter les causes profondes du conflit. La paix n'est donc pas un instant, c'est un processus. Les opérations de maintien de la paix sont un bon exemple de cette complexité. Elles ne sont pas exactement prévues telles quelles dans la charte de 1945. Elles se développent progressivement à partir de la guerre froide, comme une solution pragmatique. L'ONU ne peut pas toujours imposer la paix par la force. Elle peut en revanche déployer des forces sous mandat international, avec le consentement des parties, pour surveiller et stabiliser une situation. Les principes classiques du maintien de la paix sont au nombre de 3. Consentement des parties, impartialité, non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre le mandat. Ces principes sont essentiels. Les casques bleus ne sont pas censés être une armée d'occupation. Ils ne doivent pas devenir une partie au conflit. Leur légitimité repose sur l'acceptation de leur présence. Mais ces principes deviennent difficiles à appliquer dans les conflits contemporains. Le consentement des parties est compliqué lorsque les groupes armés sont nombreux, fragmentés, peu disciplinés, ou lorsqu'un État accepte officiellement une mission tout en l'entravant sur le terrain. L'impartialité est difficile lorsque des civils sont massacrés par l'une des parties. Le non-recours à la force pose problème lorsque la mission doit protéger des populations menacées. Et la protection des civils exige parfois des mandats plus robustes, donc une capacité à utiliser la force de manière plus affirmée. C'est là qu'intervient Kofi Annan. Kofi Annan est secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006. Son mandat était marqué par une volonté de réforme, mais aussi par le poids des échecs des années 1990, en particulier le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 et le massacre de Srebrenica en 1995. Ces deux tragédies ont profondément marqué l'ONU. Elles ont montré que la présence internationale ne suffisait pas si les mandats étaient faibles, si les moyens manquaient, si les États membres ne voulaient pas agir, ou si les grandes puissances refusaient de prendre des risques. Kofi Annan cherche donc à renforcer l'efficacité et la légitimité de l'ONU. Il défend une vision dans laquelle la paix ne peut pas être réduite à l'absence de guerre. Elle suppose aussi les droits humains, le développement, la sécurité des populations, l'état de droit et la responsabilité des gouvernements. Un texte important est sur le rapport Brahimi de 2000. Ce rapport, demandé par Kofi Annan, propose de réformer les opérations de paix. Il insiste sur la nécessité de mandats clairs, crédibles et réalisables. Il rappelle que l'ONU ne doit pas envoyer des casques bleus dans des situations où il n'y a pas de paix à maintenir sans leur donner les moyens d'agir. Il souligne aussi l'importance de la consolidation de la paix, c'est-à-dire du travail politique, policier, judiciaire et social qui permet de sortir durablement d'un conflit. Cette idée est fondamentale. On ne construit pas la paix uniquement avec des soldats. Les soldats peuvent sécuriser, les policiers peuvent aider à restaurer l'ordre, les diplomates peuvent négocier, les juristes peuvent reconstruire des institutions, les humanitaires peuvent soulager les populations, les économistes peuvent aider à relancer l'activité, les enseignants, les journalistes, les associations, les responsables locaux peuvent contribuer à rétablir un tissu social. La paix est un travail collectif. Sous Kofi Annan, l'ONU réfléchit aussi à une notion qui devient centrale, la responsabilité de protéger. Cette notion est officiellement reconnue par les États membres lors du sommet mondial de 2005. Elle affirme que chaque État a la responsabilité de protéger sa population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Si un État ne protège pas sa population, ou s'il participe lui-même à ces crimes, la communauté internationale peut avoir la responsabilité d'agir, d'abord par des moyens diplomatiques et pacifiques, puis éventuellement par le Conseil de sécurité. Cette notion est importante parce qu'elle modifie la manière de penser la souveraineté. Pendant longtemps, la souveraineté est surtout comprise comme un droit, un État décide chez lui, sans intervention extérieure. La responsabilité de protéger ajoute une idée, la souveraineté implique aussi une responsabilité envers les populations.
Mais cette notion est aussi très discutée. Qui décide qu'un État ne protège plus sa population? Qui intervient? Avec quels moyens? Comment éviter que la responsabilité de protéger serve de justification à des interventions motivées par des intérêts géopolitiques? Comment agir quand le Conseil de sécurité est bloqué par un veto? Ces questions montrent les limites de la sécurité collective. La première limite est apolitique. Les grandes puissances n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Le Conseil de sécurité peut être efficace quand elle s'accorde. Il peut être impuissant quand elle s'oppose. La deuxième limite est militaire. L'ONU dépend des États pour fournir des soldats, des policiers, du matériel, des financements. Elle ne dispose pas d'une armée permanente capable d'intervenir partout rapidement. La troisième limite est juridique. L'ONU doit respecter la souveraineté des États, mais elle doit aussi répondre aux menaces contre la paix et aux crimes de masse. L'équilibre est difficile. La quatrième limite est opérationnelle. Maintenir la paix dans un conflit interétatique relativement stabilisé n'a rien à voir avec protéger des civils au milieu d'une guerre civile fragmentée. Une mission de paix peut être déployée dans un territoire immense avec des moyens insuffisants face à des groupes armés mobiles, dans un État où les institutions sont faibles. La cinquième limite est morale. La présence de l'ONU crée une attente. Quand les casques bleus sont là, les populations espèrent une protection. Si cette protection échoue, la déception peut être immense et la crédibilité de l'institution peut être atteinte. Il faut donc éviter deux erreurs. La première erreur serait de présenter l'ONU comme inutile. C'est faux. Depuis 1948, des millions de personnes ont servi dans des opérations de paix. Des missions ont permis de surveiller des cessez-le-feu, d'accompagner des transitions, de protéger des civils, de soutenir des élections, de réduire la violence dans certains contextes. L'ONU est aussi un espace diplomatique unique où presque tous les États du monde peuvent parler, négocier, condamner, proposer, voter. La deuxième erreur serait de présenter l'ONU comme toute puissante. C'est tout aussi faux. L'ONU n'est pas au-dessus des États. Elle dépend d'eux. Elle reflète leurs rapports de force, leurs blocages, leurs intérêts, leurs contradictions. Quand les grandes puissances ne veulent pas agir, ou quand elles s'opposent frontalement, l'ONU ne peut pas produire miraculeusement la paix. C'est pour cela que la paix depuis 1945 est à la fois plus institutionnalisée et plus difficile. Plus institutionnalisée parce qu'il existe une charte, un conseil de sécurité, des tribunaux internationaux, des opérations de paix, des agences humanitaires, des normes, des sanctions, des médiations. La paix ne dépend plus seulement des traités entre vainqueurs et vaincus. Elle s'inscrit dans une gouvernance internationale, mais plus difficile parce que les conflits contemporains ne sont pas toujours des guerres classiques entre États. Beaucoup sont des guerres civiles internationalisées, des conflits fragmentés, des luttes contre des groupes armés non étatiques, des guerres où les civils sont les premières victimes, des conflits où la paix suppose de reconstruire un État et pas seulement de séparer deux armées. Pour le bac, il faut retenir une tension très simple. L'ONU incarne l'espoir d'un ordre international fondé sur le droit, mais elle agit dans un monde dominé par les souverainetés et les rapports de puissance. Si un sujet demande si l'ONU permet de faire la paix depuis 1945, il ne faut pas répondre seulement oui ou non. Oui, parce qu'elle offre un cadre de sécurité collective, organise des médiations, autorise des opérations, déploie des casques bleus, développe des normes, soutient la reconstruction. Mais non, ou plutôt pas toujours, parce qu'elle peut être bloquée par le veto, manquer de moyens, être dépendante des États membres, se heurter à des conflits trop fragmentés, ou échouer à protéger les civils dans certaines situations. La bonne conclusion serait donc nuancée, l'ONU ne supprime pas la guerre, mais elle transforme la manière de faire la paix. Elle ne remplace pas les États, mais elle les oblige à justifier leurs actions dans un cadre collectif. Elle ne garantit pas toujours la paix, mais elle reste l'un des principaux instruments disponibles pour tenter de la construire. La paix, au fond, n'est jamais un simple retour à l'avant-guerre. Après un conflit, quelque chose a été brisé. Des vies, des territoires, des institutions, des mémoires, des confiances. Faire la paix, c'est essayer de reconstruire un ordre là où la violence a produit du désordre. C'est une œuvre lente, fragile, imparfaite. Et depuis 1945, l'ONU est au centre de cette tentative, non pas comme une solution magique, mais comme un lieu où le monde essaie, malgré ses divisions, de transformer la force en droit, la guerre en négociation et la victoire militaire en paix durable. Retiens cette phrase. Faire la paix, ce n'est pas seulement arrêter les combats, c'est construire les conditions politiques, juridiques et sociales qui empêchent leur retour. Et pour le bac, garde cette idée. La sécurité collective est une ambition puissante, mais elle reste limitée par la souveraineté des États, les intérêts des grandes puissances et la complexité des conflits contemporains.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.